Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour cette première de Security Book. C'est votre rendez-vous mensuel. Chaque fois, on abordera le sujet sur des livres qui vous concernent au plus haut point. Et pour cette première, nous avons souhaité nous ouvrir à des horizons et des tendances qui concernent bien évidemment aussi les sociétés de sécurité afin de vous informer sur les nouvelles technologies. Car, vous le savez, vous devez vous y convertir. Alors, notre invité, justement, est un spécialiste de la gestion de l'innovation, domaine crucial, entre autres, pour la sécurité. Thomas, oui, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Vous êtes maître de conférence en management à Télécom Paris Tech, également co-directeur scientifique du Master Innovation et Transformation numérique. Vous animez de nombreuses conférences, vous enseignez la stratégie d'entreprise et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur la thématique. C'est pas une carte de visite, c'est une feuille A4. Et vous venez d'ailleurs pour votre dernier ouvrage, Le demi-tour numérique, qui est disponible sur commande. Ça s'affiche sur cet écran, ledemitournumérique.com pour 19 € en édition brochée comme ici ou 10,50 € en édition numérique. Alors ce livre, c'est un manifeste en quelque sorte pour alerter les entreprises sur le fait qu'ils s'y prennent à l'envers en termes de numérique. Vous y allez un peu fort. Oui, c'est le sous-titre, c'est essayer de montrer aux entreprises pourquoi il faut désormais innover à l'envers. Et en fait, le titre, c'est demi-tour numérique parce que c'est le terme que j'ai trouvé le plus approprié pour adjurer les entreprises de renverser complètement leurs pratiques d'innovation. Il faut qu'ils apprennent des méthodes de création et de conception qui sont totalement à l'inverse de ce qu'ils pratiquent. Complètement. En fait, il ne s'agit pas d'apprendre de nouvelles méthodes, il s'agit de désapprendre pour aller sur des principes qui sont profondément contre-intuitifs. Ça révolutionne un petit peu le milieu quand même, ça. Oui, c'est la nouvelle donne. Avant, on faisait A puis B. Désormais, il faut faire B puis A. Il faut complètement renverser. C'est ce que j'appelle aussi la révolution copernicienne à opérer dans toutes les entreprises. Alors, c'est un livre qui est passionnant. On découvre vraiment la nouvelle façon de fonctionner. Vous dites d'ailleurs qu'innover aujourd'hui, c'est ne surtout pas être déterministe, mais et ne pas se fixer d'objectifs. Oui. Ce qui est dingue dans l'entreprise. Oui, alors ce propos, en fait, il m'a été inspiré par une dame qui compte beaucoup pour nous, les chercheurs en entrepreneuriat, qui s'appelle Sarah Sarasvati. Et en fait, elle a créé ce concept d'effectuation. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas essayer de s'attacher aux causes, mais aux effets. Il ne faut pas déterminer des objectifs que l'on va déterminer à moyen ou long terme, mais en fait, il faut ouvrir son frigo, voir ce qu'on a en sa possession, et puis rentrer dans des boucles itératives de test and learn, et surtout ne jamais préjuger de là où on va atterrir. Ça veut dire que les business plans sont morts. Les business plans sont morts. Les business plans sont clairement morts. Alors plutôt que justement faire des business plans en déroulant des scénarios optimistes ou pessimistes, en fait il va falloir expérimenter et ne jamais préjuger de ce qu'on veut faire, plutôt faire des tests et aller vers ce chemin qu'on appelle la sérendipité. Alors la sérendipité, c'est ce que vous faites tout le temps quand vous êtes devant Internet. Vous arrivez sur une page Wikipédia et puis vous vous dites « Ah bah tiens, je ne savais pas », à la fin vous rebondissez, et en fait vous avez appris des milliers de choses. Et ben en matière d'innovation, c'est exactement pareil. Il ne faut pas préjuger de ce qu'on veut faire, il faut expérimenter et de rebond en rebond, on va arriver à un endroit qu'on n'aurait jamais imaginé. Parce que c'est ce que vous dites, l'environnement n'est plus stable. Alors si on peut donner 2 exemples concrets que moi j'ai découverts entre autres sur les conférences que vous donnez. On a par exemple l'exemple de la téléphonie, où là c'est pas sur 5 ans que ça s'est passé, c'est sur 3 ans je crois. Alors à peu près, oui. Nokia en 2008 avait 45% de part de marché. On s'en souvient tous, la moitié d'entre nous avaient des Nokia. Ça s'appelait un téléphone et maintenant ça s'appelle un smartphone. Et en 3-5 ans, ils sont tombés autour de 5% de part de marché. Donc une entreprise hardware peut désormais péricliter en quelques années. Et ça, c'est une vitesse d'accélération assez incroyable et c'est ce qui tue les business plans. C'est-à-dire que le business plan de Nokia en 2008, évidemment, n'avait pas anticipé la rupture qui est arrivée et qu'on a appelée l'économie des plateformes. Je crois que Nokia en fait, a pensé que l'innovation allait se loger dans le hard, donc en fait dans le matériel du téléphone, faire des appareils photo encore plus techniques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'innovation elle est arrivée sur le soft, donc le logiciel. C'est-à-dire qu'il a fallu mettre de plus en plus d'apps et de software dans le téléphone. Et ça peut aller encore plus vite d'ailleurs. Vous donnez l'exemple des sites de rencontres. Alors les sites de rencontres, par exemple, qui existaient aux États-Unis. Qui existaient aux États-Unis depuis assez longtemps, en France aussi. Aux États-Unis, en 2013, ils sont 3 à se partager le marché. Et en juillet 2013, arrive un acteur qui s'appelle Tinder et qui prend le marché, 80% du marché, en 3 mois. Donc dans le hardware, donc dans le matériel, on peut péricliter en quelques années. Dans le software, dans le logiciel, on peut péricliter en quelques mois.
Et donc c'est la raison pour laquelle il ne faut plus anticiper, mais accepter cette incertitude et rentrer dans des expérimentations permanentes et itératives. Donc en fait, en numérique, il n'y a plus d'intuition, hein. Alors l'intuition aussi ne compte pas. Alors c'est souvent ce qu'on nous a raconté. Le paradigme médiatique nous dit, voilà, Steve Jobs, quelqu'un de visionnaire. Et en fait, l'intuition ne compte pas. C'est-à-dire que si vous prenez Elon Musk et vous le mettez devant un projet très, ce qu'on dit early stage, c'est-à-dire très peu mature, entrepreneurial, en fait, son avis ne compte pas vraiment plus que le vôtre ou plus que le mien. L'intuition ne compte pas. Personne ne sait trop ce qui va se passer. Désormais, l'entrepreneuriat ou l'innovation, c'est une boîte noire. Et donc, la meilleure façon de faire face à cette boîte noire, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Et donc, d'aller mobiliser les outils pour savoir. Et les outils pour savoir, c'est la data. Et donc, c'est pour ça que le data scientist, donc la personne qui maîtrise les données dans l'entreprise, a désormais une place très importante parce que lui va avoir accès à l'information et va pouvoir décider de ce qui marche ou ce qui ne marche pas, de ce que veut le marché ou de ce qu'il ne veut pas. D'ailleurs, à ce propos, vous dites que les managers aujourd'hui sont nommés managers parce qu'ils ne savent pas. Ça me fait rire, mais... Exactement. Avant, on était manager parce qu'on savait mieux que les autres, dans un monde parfait. Hein. Donc c'est quoi leur mission aujourd'hui ? Désormais, c'est justement d'incarner cette posture de quelqu'un qui ne sait pas devant les autres, mais qui va essayer de comprendre le marché. Et donc, par exemple, c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à éduquer le marché. Quelqu'un qui dit qu'on va éduquer le marché, c'est souvent quelqu'un qui se donne une bonne excuse pour dire qu'il a raison, alors qu'en fait, tout lui dit qu'il a tort. Et donc, c'est plutôt essayer d'aller sonder le marché, parce qu'en fait, on ne comprend pas le marché, donc il va falloir essayer de le comprendre à travers des outils de scrapping, d'audit du marché. Ouais. Alors justement, vous dites aller sonder le marché, c'est pas simplement aller voir les réussites, c'est surtout aller voir les échecs. Ouais. Tout à fait. Pendant très longtemps, on a essayé de copier les champions, mais quand on copie les champions, on commet une erreur méthodologique assez grave qu'on appelle le biais des survivants. Cette erreur, on l'a fait tout le temps, nous, dans notre vie de tous les jours. Par exemple, beaucoup de gens, quand ils regardent un bâtiment du XVIIIe siècle, se disent « Ah, quand même, les architectes du XVIIIe siècle, ils étaient quand même sacrément meilleurs que ceux d'aujourd'hui, parce que le bâtiment du XVIIIe siècle est plus joli que celui d'aujourd'hui. » Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que précisément, tous les taudis qui ont été construits au XVIIIe siècle sont morts au cours du temps. Ouais. Et donc, ce qu'on est en train de comparer, c'est des bâtiments d'aujourd'hui avec les survivants, avec les succès du XVIIIe siècle. Et donc, en matière entrepreneuriale ou en matière d'innovation, c'est pareil. Si on se dit, OK, je vais faire des méthodes agiles parce qu'il semblerait que ça soit la meilleure façon d'avoir un succès, parce que Facebook fait des méthodes agiles, ce qu'on oublie, c'est que des startups qui ont fait des méthodes agiles, il y en a des millions. Et donc, on commet cette erreur méthodologique du biais des survivants. Et donc, mon conseil, c'est de s'inspirer des échecs et des succès, pas uniquement des succès. Regardez les échecs, c'est très instructif. Alors, si on s'intéresse un peu plus particulièrement justement au milieu de la sécurité, quelle révolution doivent-ils adopter ? Moi, j'ai plusieurs messages. Alors, je pense qu'on peut distinguer les entreprises du monde de la sécurité qui sont sur un marché B2B, donc business to business, qui proposent leurs prestations à des entreprises, et celles qui adressent la foule, donc les consommateurs. Si vous êtes une entreprise du monde de la sécurité en B2C, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais préjuger de votre innovation et de son succès, mais de plutôt vendre avant de produire. Donc en fait, dans le digital, on dit « fake it until you make it », faire semblant de l'avoir fait avant de le faire. Et donc, d'abord tester le product market fit, pardon pour encore ce mot anglais, mais l'appétence du marché pour la solution, de manière à être sûr que le marché va vouloir la solution avant de dépenser beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour produire le dispositif. D'abord vendre, après produire. C'est une des règles essentielles dans le digital. Et donc le rôle des directeurs de sécurité là-dedans, c'est... Alors pour ceux qui font de la sécurité sur un versant B2B, un autre conseil que je leur donne, c'est de faire très attention aux plateformes qui pourraient apparaître en premier égard comme des porteurs d'affaires. C'est-à-dire que si une plateforme intervient entre l'agence de sécurité et le client, alors cette plateforme peut devenir demain un donneur d'ordre. Parce que si vous perdez l'audience, alors bien, vous allez vous faire asservir par ce nouvel acteur qui au départ vous apporte du volume d'affaires, mais qui demain peut vous imposer des marges qui sont très élevées. Alors, vous disiez justement à l'instant qu'aujourd'hui, il faut vendre avant de produire. Et vous avez un exemple qui est assez flagrant là-dessus. L'exemple, c'est celui de Drew Houston, celui que vous évoquez. Alors, Drew Houston, c'est le fondateur d'une boîte qu'on connaît un peu parce qu'elle a eu un grand succès. C'est la boîte qui propose Dropbox. Et donc, effectivement, lui, il est face à une situation critique qui est un espèce de cercle vicieux. En fait, il a besoin d'1 million de dollars.
Et donc, il va voir les investisseurs en leur demandant, est-ce que vous avez $1 million à investir dans ma boîte? Et les investisseurs leur disent, OK, mais on n'est plus dans un jeu de croyance. Moi, d'un point de vue émotionnel, j'ai l'impression que ton produit pourrait marcher, mais est-ce que tu peux me donner des preuves de l'appétence du marché pour ton dispositif? Et donc, Drew Houston se dit, OK, mais moi, je ne peux pas vous apporter des preuves de l'intérêt du marché pour ma solution, précisément parce que je n'ai pas encore créé ce produit-là. Et donc, il décide de faire une vidéo en un week-end, sans créer une seule ligne de code, et il propose sur un site qui s'appelle Hacker News son dispositif sous format vidéo. Et là, il reçoit énormément de mails de personnes qui lui disent « Waouh, ton produit est génial, comment je peux me le procurer ?» Eh bien, c'est précisément ça, vendre avant de produire. C'est de faire semblant d'avoir produit le dispositif, de le montrer à la foule, aux consommateurs. Et lorsque les consommateurs s'expriment en disant « Waouh, je le veux », eh bien là, dans ce cas-là, vous êtes passé dans une autre catégorie qui est « il n'y a plus qu'à produire, on sait que le marché veut acheter la solution ». Alors, en termes d'innovation, vous dites que c'est assez bon finalement d'être extérieur au secteur. Oui. Alors, effectivement, quand on est sur un secteur d'activité depuis de nombreuses années, on s'est habitué à ce que Elon Musk appelle les premiers principes. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à certaines absurdités sans les remettre en cause. Et la force de ceux qui viennent de l'extérieur, c'est précisément d'aller challenger, d'aller remettre en cause ces premiers principes. Et donc aujourd'hui, vous vous apercevez qu'en fait, les entreprises qui viennent disrupter les marchés sont portées par des entrepreneurs qui ne sont pas des spécialistes initiaux du marché qu'ils adressent. Peut-être avec plus d'ouverture alors. Avec plus d'ouverture et puis une pensée latérale, ce qui est souvent souhaitable lorsqu'on veut proposer une innovation en rupture. Et donc faire de la rupture, c'est aussi penser différemment, et les meilleures personnes pour penser différemment, ils viennent souvent de l'extérieur. Alors dernière question, vous dites aussi que la relation client est ce qu'il y a de plus important dans le numérique. Oui, alors pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, Internet est devenu encombré. Lorsque vous créez une entreprise de sécurité, la première chose que vous souhaitez, c'est d'apparaître très haut dans le ranking, dans le classement Google. Sauf qu'évidemment, tout le monde veut y être, et donc cette économie de l'attention a en fait mis en place un système d'enchères qui est devenu trop cher. Et donc apparaître en première page, c'est désormais trop coûteux. Et donc la meilleure façon de faire, plutôt que d'acquérir des clients, c'est de fidéliser les clients qu'on a déjà. Et donc il sera toujours moins cher de fidéliser quelqu'un plutôt que d'acquérir un nouveau client. Et donc c'est un modèle économique simple. La relation client est essentielle pour les startups, aussi pour les grands groupes, parce que de toute façon, c'est toujours moins cher de fidéliser quelqu'un plutôt que d'acquérir une nouvelle clientèle. Merci beaucoup Thomas, oui c'est passionnant. La suite, ça se trouve dans votre livre, Le Demi-Tour numérique, qui est disponible, je vous rappelle, sur Internet, sur commande, ledemitournumérique.com, pour le prix de 19 € si vous le voulez comme ça, de façon réelle, ou en numérique, c'est 10,50 €. Voilà, je remercie bien évidemment Patrick Haas, qui est à la rédaction en chef de cette émission, et à toute l'équipe technique d'Agora, c'est l'émotion. On se donne rendez-vous le mois prochain, bien évidemment, pour un nouveau numéro de Security Book. À très vite, au revoir.